Bonsoir à tous, on va reprendre Fête fatale de William Katz. Chapitre 13. Le 1er décembre, Crosswad se sentit déprimé. Nous voilà en décembre, dit-il à Loggins. J'ai l'impression d'être moi aussi un schizophrène à date fixe. Cette date m'obsède. La dépression est le symptôme le plus commun de la maladie, ajouta-t-il sans plaisanter. Son équipe poursuivit l'enquête et eut plusieurs entretiens téléphoniques avec des parents de victimes. Les rapports de surveillance arrivaient toutes les 2 heures, mais montraient un homme tout à fait normal. Ce fut pourtant au cours de cet après-midi du 1er décembre que l'enquête prit un nouveau tournant. Crosswad reçut enfin l'élément qu'il redoutait et souhaitait à la fois, et qui allait lui permettre de répondre à la question qui le hantait depuis son entretien avec Samantha. Qui était Martin Shaw? Il pensait que le dossier médical du jeune Frankie Nelson s'était égaré, mais avait tout de même demandé à la police d'Omaha de ne pas abandonner les recherches. Le 1er décembre, il reçut par express une grande enveloppe marron qui contenait une lettre expliquant que le dossier médical de Frankie Nelson avait été retrouvé. Les experts de la police comparèrent rapidement le dossier à celui que fournit le médecin de Marty. Ils examinèrent la couleur des yeux, les rides, les cicatrices. Les deux dossiers ne correspondaient pas à la même personne. C'était la preuve irréfutable. Pour Crosswad, c'était la fin d'une piste. Il dut se faire violence pour ne pas sombrer dans le désespoir. Mais avec la discipline d'un brave soldat, il appela immédiatement Samantha Shaw. Samantha, épuisée par la grossesse, les préparatifs de la soirée et ses difficultés conjugales, dormait au moment où le téléphone sonna. Allô? Il sentit qu'il l'avait réveillée. Crosswad à l'appareil. Oui. Samantha Shaw, j'ai des nouvelles pour vous. Samantha se contracta. C'était à propos de Marty, de mauvaises nouvelles qui allaient porter le dernier coup à l'édifice chancelant de son mariage. Allez-y, je vous prie, dit-elle courageusement. Martin Shaw n'est pas l'homme que nous recherchons. Ce fut là un choc tout à fait inattendu. Samantha regarda le téléphone comme pour chercher confirmation de ce qu'elle venait d'entendre. Ce n'est pas. Dites-le-moi encore, s'il vous plaît. Je vous le répète, votre mari n'est pas notre homme. Nous avons une preuve irréfutable. Tout a été une suite de coïncidences, c'est tout. Samantha se sentit soulagée. Elle eut l'impression qu'on venait de lui enlever le poids que pesait sur elle. Marty n'était pas un assassin. Il n'était pas la personne recherchée par la police. C'étaient là de bonnes nouvelles qui lui permettaient de préserver son mariage. Mais sa joie ne dura guère. Certes, il n'était pas ce monstre que poursuivait Crosswad. Mais alors, qui était-il? Je me sens soulagée, dit-elle. Mais qui pourrait me dire qui est vraiment mon mari? Vous savez probablement quelque chose à son sujet pour en être arrivé à cette conclusion. Hélas, non. Nous avons appris qu'il n'était pas grâce au dossier que nous venons de recevoir. Et pour ce qui est de vous, vous êtes revenu à la caisse départ. Je suppose. Madame Shaw, essayez de voir la situation d'un œil positif. Vous êtes en sécurité. Dans l'inconnu, mais en sécurité. Et c'est très important. Oui, bien sûr. Je suis à votre disposition, madame. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de moi. Bien que je sois aux homicides, je peux peut-être vous faire quelques suggestions. Je vous remercie, dit Samantha. Je suis très touchée. Vous savez, c'est étrange, mais j'espérais presque que vous me diriez que Marty était l'homme en question et que vous me donneriez quelques détails sur son passé. Je comprends tout à fait, dit Crosswad. Nous voulons tous des certitudes. L'incertitude nous tue. Oui, c'est vrai. Bonne chance, Madame Shaw. J'espère que vous ne tarderez pas à trouver la réponse. Merci pour votre aide, dit Samantha avant de raccrocher. Elle aurait voulu prolonger la conversation, parler de son problème plus longuement avec Crosswad, mais elle sentit que ce n'était pas le moment. Cet homme devait retrouver un assassin. Elle reprit donc ses préparatifs. L'inspecteur avait raison. Elle était de nouveau à la case départ, mais au moins n'avait-elle plus à redouter d'être tuée par son mari. Crosswad ferma le dossier de Martin Everett Shaw, fit cesser la surveillance à laquelle il était soumis et se mit à la recherche d'un nouveau suspect. Sans aucun espoir. Marty s'inquiétait toujours pour ces coups de téléphone que Samantha avait donnés. Poursuivit-elle ses recherches? Il le saurait grâce à la prochaine facture de téléphone, mais seulement après le 5 décembre.
Il eut un instant la tentation d'appeler la compagnie de téléphone pour lui demander de procéder à une vérification, mais il craignit d'éveiller des soupçons et décida d'attendre. À partir du 1er décembre, toutefois, les questions cédèrent le pas à l'exhortation intérieure. Il ne cessait de se répéter qu'il devait tenir bon pour papa. Tu peux tenir bon pour papa, n'est-ce pas, Frankie? Tu peux faire n'importe quoi pour papa. Il se rendit dans une bijouterie de Rockefeller Center. La vendeuse, une jeune immigrée russe à l'accent très prononcé, lui présenta les colliers en or vers lesquels il s'était dirigé. Elle savait que c'était pour un cadeau, et un cadeau important, un anniversaire ou la naissance d'un bébé. Cet homme était prêt à payer n'importe quel bijou, le bijou de son choix. Vous cherchez quelque chose de précis? Oui, dit-il au bout de quelques instants. Je cherche une chaîne en or avec un pendentif, une pierre rouge sertie. Je vois, dit la vendeuse. Je suppose que c'est un cadeau pour une personne que vous tenez tout particulièrement. Tout à fait. Suivez-moi, dit-elle en se dirigeant vers un tiroir d'où elle sortit un plateau de pendentifs et de chaînes en or. 2 ou 3 correspondaient à ce que recherchait Marty. Ce sont de très beaux bijoux entièrement garantis. Oui, je sais, dit Marty. J'ai déjà eu l'occasion de venir chez vous. Il regarda longuement les bijoux et replongea dans le passé. Papa avait dû économiser pendant longtemps pour offrir ce pendentif à maman et elle n'avait même pas dit merci. Il n'était pas aussi gros que celui de sa sœur, avait-elle marmonné. Mais elle l'avait porté, elle le portait ce soir-là, le 5 décembre, et il avait balancé lorsqu'elle avait levé le marteau. Il avait balancé très fort au bout de la chaîne. Les yeux de Marty se posèrent sur un bijou en particulier. Il est très beau. Combien coûte-t-il? Se sentit-il obligé de demander. 125 $ plus la TVA, lui dit la vendeuse avec un sourire qui signifiait qu'elle approuvait son choix. Elle approuvait d'ailleurs toujours les choix qui dépassaient 100 $. Très bien. Marty tendit sa carte American Express, sachant que cette facture ne serait jamais payée. À sa demande, le bijou fut soigneusement empaqueté dans une boîte blanche ornée d'un ruban bleu. Samantha porterait ce bijou pour la soirée. Tout serait en place. Marty retourna à son bureau et, comme il le faisait souvent en cette période rituelle, il ferma sa porte et demanda à ne pas être dérangé au téléphone. Puis il se mit à écrire une lettre à la seule personne qui avait vraiment compté dans ses 40 années d'existence et dont il sentait la présence partout où il allait. Cher papa, le jour approche. N'est-ce pas merveilleux? J'ai eu quelques problèmes avec Sam. C'est sans doute que j'ai inventé la majeure partie de ce que je lui ai raconté. Mais elle m'aime, donc elle n'est pas une menace. Je fais tout ce que je peux pour toi. Un jour, nous nous retrouverons. Ton fils qui t'aime. Frankie. PS, j'ai les trains. Il rangea la lettre dans le coffre, puis rouvrit sa porte et sonna 4 fois à l'interphone. Loïs arriva immédiatement. Loïs, je sais que vous avez une grande famille et beaucoup d'achats à Noël à faire. Prenez 2 ou 3 jours de congé avant les fêtes. Quand vous voulez. Ah, merci, dit Loïs, très touchée par ce geste. Merci infiniment. Marty sourit en rougissant. Il aimait vraiment faire plaisir. Oh, ce n'est rien. Vous avez toujours été une aide précieuse et je sais bien que je demande beaucoup parfois. Alors voilà, je ne savais pas quoi vous offrir. Faites-vous plaisir, achetez-vous quelque chose qui vous plaise vraiment, dit-il en lui tendant un billet de 100 $. Marty se sentit très bien. Le 1er décembre passa, puis le 2. Tandis que Spencer Crosswatt, désespéré de mener à bien son enquête, Martin Shaw se préparait à célébrer le dernier rituel avant le grand jour. Il téléphona tout d'abord à Samantha du bureau le 3 au matin, avec une voix pesante, pleine de regrets. Sam? Je ne sais pas. Samantha était assise au milieu des tables qui venaient d'être livrées. Elle n'avait jamais entendu ce ton dans la voix de Marty qui présageait de mauvaises nouvelles. Qu'y a-t-il? Un petit problème à Saint-Louis. L'un de nos clients passe au tribunal. Je dois y aller tout de suite. Marty? T'inquiète pas pour la soirée. Je serai de retour dans 24 heures. Aucun client au monde ne me ferait rater l'événement. Je suis soulagée, j'ai cru, Sam. Voyons, tu passes avant le travail. Juste un instant, il redevint l'ancien Marty, doux et sentimental, affectueux et prévenant, celui que Samantha voulait tant voir ressurgir du mystère obscur qu'il avait enseveli. Où vas-tu passer la nuit? Demanda-t-elle en saisissant un papier et un crayon. Je ne sais pas encore.
mais je serai de toute façon impossible à contacter. Mon client ne prend pas d'appel à son bureau et a réservé une chambre d'hôtel pour éviter la presse. Je dois rester avec lui, mais je t'appellerai dès que je pourrai. D'accord. Euh, Sam, le personnel ne sait pas pourquoi je pars. Moins de gens sauront, plus notre succès sera assuré. J'aurais simplement dit que je partais pour une conférence. Souviens-toi-en si tu appelles. Ne t'inquiète pas, je suis vraiment désolée que tu aies à partir juste avant la soirée. Moi aussi. Tu sais, je voulais être à la maison ce soir pour te donner un coup de main. J'attendais cela avec impatience. Oh, les salauds! On pourrait croire que, avec tous ces avocats, il serait à l'abri de ce genre d'ennui. Il avait l'air si sincère, plein d'émotion, la voix tremblante de colère. Ce n'est pas grave, dit Sam. Tu seras là demain, chérie. Je m'occuperai de tout, tu sais bien. Bien. Ne te fatigue pas, d'accord? Ce n'est pas le bal inaugural. Non, je ne me fatiguerai pas, surtout pas en ce moment. Elle s'arrêta à temps, elle avait failli parler du bébé. Pourquoi en ce moment? Avec le traiteur qui s'occupe de tout, je ne risque pas de me fatiguer. Marty l'embrassa à bout de fil, ce qu'il faisait rarement. C'était affectueux, émouvant. L'optimisme de Samantha réapparut. Elle se prit à, elle se prit à espérer une fois de plus que ses secrets soient nobles, pour la bonne cause. Peut-être pouvait-elle en être fière. C'était toujours peut-être, mais Samantha lui renvoya son baiser. L'avion de United se posa à Saint-Louis au début de l'après-midi et permit à Marty d'avoir une excellente vue du Grand Arc, le symbole de la ville. Quelques instants plus tard, il entra dans l'aéroport, dont il ne franchit pas la limite. Sa secrétaire lui avait réservé son billet pour Saint-Louis au nom de Martin Shaw, mais lorsque Marty était arrivé à l'aéroport de la Guardia, il avait pris et payé en espèces un billet au nom de Frank Nelson. C'était son tribut, son hommage à son nom de famille et à son père. Il avait pris un billet pour aller à Saint-Louis, à Omaha. Il était 13h55. Son avion pour Omaha partait à 14h30. Il était Frank Nelson maintenant. Il était redevenu Frank Nelson et ressentait déjà cette merveilleuse impression d'être de retour. Il vérifia que ses lunettes de soleil étaient bien dans sa poche. Dans un avion pour Omaha, il courait le risque d'être reconnu, même aussi longtemps après son départ. Une fois dans le Boeing 727 qui le ramenait chez lui, Marty sentit son cœur battre très fort dans sa poitrine. Il jeta un coup d'œil aux autres passagers. Qui pouvait deviner? Qui pouvait savoir ce qui se passait dans sa tête? Comment les passagers réagiraient-ils s'ils apprenaient qu'un assassin coupable de plusieurs crimes était à bord de leur avion et qu'il exécutait un rituel qui devait se terminer par le meurtre d'une jeune femme innocente dans un appartement new-yorkais? Désirez-vous boire quelque chose, monsieur? Lui demanda l'hôtesse. Non, merci. Marty savait qu'il ne pourrait rien avaler. Il regarda le paysage par le hublot, des centaines de kilomètres verdoyants. La verdure du Midwest, où il avait grandi et où il avait atterri, et où il avait été meurtri pour la vie. Vous habitez Omaha? Lui demanda son voisin, un vieil homme avec une moustache grise épaisse. Non, je suis en visite. De Boeing fit une embardée soudaine dans un trou d'air, et le vieil homme hoqueta. Oh, mauvais voyage, dit-il. Ouais. Combien de temps avez-vous habité Omaha? Comment savez-vous? Demanda brutalement Marty. Ne le prenez pas mal, j'ai reconnu votre façon de parler. Je reconnais la région des gens avec quelques mots seulement. On ne peut jamais faire disparaître complètement un accent. Vous vivez probablement sur la côte Est? Oui. C'est bien cela. Lorsque les gens partent sur la côte Est, ils essaient toujours de masquer leur accent. C'est dommage, jeune homme, c'est dommage. Omaha est une belle ville, vous devriez être fier d'en être originaire, dit-il sur un ton sermonneur. Mais j'en suis fier. Mais je suis partie quand j'étais enfant et j'ai perdu mon accent petit à petit. Moi, j'ai passé toute ma vie ici. J'ai pas besoin de partir. Merveilleux, se dit Marty. Je suis tombée sur un chauvin. Il n'osa pas changer de place, mais n'avait aucune envie de poursuivre la conversation. Quel quartier venez-vous? Poursuivit le type qui exhalait une forte odeur de scotch. Du Nord, répondit Marty en se plongeant dans la lecture d'une brochure qui se trouvait dans la pochette devant lui. Moi aussi. Allons bon, j'avais besoin de ça, pensa Marty.
Puis il eut un frisson. Peut-être le type l'avait-il reconnu. Peut-être l'avait-il connu en faux. Mais peut-être avait-il simplement l'impression de l'avoir déjà vu et cherchait-il à retrouver l'endroit. C'est amusant, commanda-t-il sans lever les yeux. Comment vous appelez-vous? Hervé, dit Marty après un instant d'hésitation. Len Hervé. Moi, je m'appelle Durant. Enchanté. Vous allez dans ce quartier? Pas tout de suite, dit Marty pour gagner du temps. Ah, dommage, vous aurez conduit en voiture. C'est très gentil de votre part. Vous avez tout à fait la gentillesse des gens de Doma. Oui, nous sommes comme ça ici. Je vous trouve très sympathique. D'ailleurs, je veux bien vous déposer où vous alliez. Ah non, merci. J'ai un rendez-vous professionnel. D'accord, j'aurais voulu vous rendre service. Je verrai peut-être dans le quartier. Marty se garda bien de répondre et tenta de se convaincre que ce type n'était qu'un alcoolique inoffensif, mais à éviter soigneusement. L'atterrissage à Omaha fut mouvementé. Marty se hâta de descendre de l'avion avant Durant pour le semer dans la foule. Celui-ci alla chercher ses bagages alors que Marty avait simplement une petite sacoche contenant le nécessaire pour 2 jours. Au revoir, Durant, à la vôtre. Marty se dirigea vers le comptoir Hertz où, une fois de plus, il utilisa sa carte de crédit pour louer une voiture. Avez-vous une préférence? Lui demanda l'employé. Je voudrais une Buick Century. Nous n'en avons plus. Mais je peux vous proposer une Chrysler Le Baron. Très bien, dit Marty en tendant son permis de conduire et sa carte de crédit. Il monta dans une vieille Le Baron à 2 portes et prit cet itinéraire qu'il connaissait bien pour l'avoir emprunté plusieurs fois. Il conduisit lentement et prudemment afin d'éviter d'attirer l'attention de la police d'Omaha par un accident ou un excès de vitesse. Quelques gouttes de pluie se mirent à tomber. Il vérifia le niveau d'essence. Il n'aurait pas besoin de faire le plein au cours de son séjour. Il alluma la radio, passant d'une station à l'autre. Frank Sinatra chantait Love and Marriage, une chanson des années 1950, sur l'une de ces stations qui émettait des programmes nostalgiques. Cela correspondait tout à fait à son état d'esprit pour ce pèlerinage dans son ancien quartier. Son ancien quartier, des maisons, certaines très rapprochées les unes des autres, d'autres plus isolées, un air de campagne malgré la proximité de la ville. Ce n'était pas vraiment un quartier, d'ailleurs, mais plutôt une grande rue avec des petits chemins sans éclairage. Il y avait une rangée de magasins, parmi lesquels un supermarché et une quincaillerie, et l'inévitable bar où les ouvriers de la petite usine locale de pièces détachées d'avions venaient traîner après leur journée de travail. C'était l'un de ces endroits défavorisés que toute personne responsable et ambitieuse souhaite quitter et ne peut s'empêcher de revenir voir, l'un de ces lieux où tout semble immuable, hermétique aux transformations du monde moderne. Marty retrouva la maison, cette étrange maison de bois peinte en rose comme sa mère l'avait exigé, loin de toutes les autres, sur une petite colline sans arbres. Une maison abandonnée, déjà partiellement condamnée par des planches clouées. Sa maison. Chapitre 14. Je suis là, Frankie. Marty se souvenait très clairement de la voix. Il était au même endroit à côté de la maison. Papa était rentré en bus, car la voiture était en panne et n'avait pas d'argent pour la faire réparer. Frankie, où es-tu? La voix était joyeuse. Elle l'était toujours d'ailleurs, même en période difficile. Marty courut devant la maison, comme ce 5 décembre-là. Salut papa, avait-il dit. Papa portait un gros carton. Bon anniversaire, Frankie! Frankie avait immédiatement deviné ce que contenait le carton. Il ne parlait que de train et papa lui avait promis qu'il lui en offrirait un pour son prochain anniversaire s'il le pouvait. Il le lui avait offert malgré ses difficultés financières. Une voiture en panne dans le garage et un train électrique tout neuf dans les bras. Papa avait toujours été un rêveur impétinent qui ne se préoccupait guère de la réalité. Entre, Frankie, lui avait-il dit. Marty monta les marches de la maison. Elle était fermée depuis des années, invendable à cause de ce qui s'était passé. Il ne pouvait y pénétrer, mais pouvait au moins jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tout était absolument intact. Même les vandales n'avaient pas osé s'y attaquer, effrayés par les rumeurs de fantômes, d'esprits qui rôdaient dans les parages pour la protéger. Les gens étaient toujours prompts à croire ce genre de baliverne. La porte était ouverte ce jour-là. Maman était là, le visage sévère comme d'habitude.
Elle avait aperçu le carton de train explosa. « Bonne à rien !» avait-elle crié à papa. Marty ne voulait pas revoir le reste de la scène. Il voulait simplement regarder à l'intérieur par les fenêtres et se souvenir des jours heureux. Les batailles de polochon avec papa et Jamie, son jeune frère, les airs de banjo que jouait papa et les chansons de guerre qu'il avait ramenées d'Europe, ses interminables coups de téléphone pour essayer de trouver du travail. Le fil du téléphone était toujours visible sur le mur du salon. Et puis il y avait le vieux coussin poussiéreux qui traînait par terre comme ce soir du 5 décembre. Oui, tout était à la même place, même le téléviseur modèle 30. Les fantômes étaient de merveilleux anges gardiens. Rien ni personne ne viendrait déranger ce que papa avait touché. Tout à coup, Marty entendit une voix pressante derrière lui. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Il se retourna. Incroyable. Il n'avait pas entendu arriver la voiture, un véhicule de la police d'Omaha. J'étais curieux, répondit-il au policier en tentant de sourire. J'aime bien cet endroit, ajouta-t-il en sentant le ridicule de sa première réponse. Cette vieille maison est-elle à vendre? Il faudrait voir l'agent immobilier, dit le flic avec un haussement d'épaule. Cette maison a toute une histoire. Ah bon? Une femme a tué son mari ici. Mon Dieu! Ça fait beaucoup de bruit dans les années 1950, je crois. Ça donne froid dans le dos quand même. Oui, c'est pour cela que personne ne veut acheter cette maison. Mais il y a un agent immobilier à 1 kilomètre d'ici si vous voulez d'autres renseignements. Merci beaucoup. Mais de rien, dit le policier en repartant. Incroyable, se dit Marty. Un flic s'était approché à moins d'1 mètre de lui alors qu'il accomplissait le rituel le plus important avant de tuer une nouvelle fois. Il décida de se promener dans les alentours, passa devant l'école primaire, le terrain de jeu où des enfants apprenaient les premiers rudiments du football, la maison de Avery, où il avait si souvent joué, et la maison du docteur Marsh. Il s'arrêta devant la maison de bois et de briques qui appartenait maintenant à un dentiste. Le docteur avait essayé de sauver papa. C'était un brave homme. Marty croisa plusieurs personnes qui allaient faire leurs achats de Noël. Il en reconnut certaines qui passèrent devant lui sans savoir qui était cet homme qui se protégeait derrière ses lunettes noires. Il n'avait de toute façon aucune envie de parler à ces gens qui ne représentaient rien pour lui, qui s'étaient écartés d'eux après l'événement, les avaient évités dans la rue et n'avaient fait preuve d'aucune charité. Marty sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait que le cimetière était juste au coin de la rue et se sentit plus proche encore de papa. Le corbillard avait emprunté ce chemin chaotique, sous les regards curieux des voisins qui n'avaient pas l'habitude de voir un convoi funéraire accompagné par des fourgons de police dépêchés là, pour éviter que des cinglés ne viennent importuner la famille. Certains étaient tout de même venus. Frankie avait entendu quelqu'un dire que son père devait être un homme méchant. Le vieux cimetière était bien mal entretenu. Beaucoup de gens avaient quitté Omaha et ne se préoccupaient guère des tombes de leurs proches. L'herbe n'était pas tondue, des pierres tombales avaient été saccagées et des obscénités se lisaient même sur certaines d'entre elles. Marty fut choqué. Papa ne pouvait pas reposer dans un endroit pareil. Il méritait mieux, l'une de ces tombes à l'abri des oliviers, entourée de parterres de fleurs. Il serra les dents, sachant bien qu'il avait les moyens d'opérer ce transfert, mais ne le pouvait pas. Pour faire transporter un corps, il fallait une autorisation du tribunal, et il ne pouvait l'obtenir sans révéler son identité. Même une donation anonyme paraîtrait curieuse. Non, il faudrait en rester là, au moins pour le moment. Marty refit le même chemin que ce 5 décembre. L'herbe n'était pas piétinée, seul un chien noir bondit de derrière une tombe en aboyant, un chien errant à qui Marty adressa un sourire et qui partit en courant. Le vent qui soufflait fit surgir un souvenir qui avait la précision d'une photo dans la mémoire de Marty. Là, à gauche, la tombe d'Al Ryder, dont le corps avait été ramené de Corée. Elle était bien entretenue. Ses parents étaient probablement toujours en vie. Et tout à coup, papa. Une petite pierre tombale, la moins chère de l'époque. L'inscription, dont la gravure était moins nette avec le temps, était cependant toujours lisible. John Albert Nelson, 1916-1959. Il n'a pas vécu longtemps, pensa Marty. Il regarda autour de lui, personne ne devait le voir. Mais le cimetière était complètement vide de tout visiteur. Marty s'agenouilla avec respect devant la tombe. Comment était-il couché? Il s'était toujours demandé pourquoi on couchait les morts sur le dos. Peut-être papa avait-il été couché autrement.
Marty s'interrogea sur l'expression que pouvait avoir son visage. Peut-être avait-il la même expression effarée qu'au moment de l'événement. Tu aimes bien cet engin, Frankie? Marty entendit encore la voix de papa, si claire, si vivante. C'est le nouveau chargeur de bûche, un chargeur automatique. Je l'ai vu marcher dans le magasin. Ne laisse pas tomber des bûches, d'accord? Papa, je vais peut-être m'absenter pour un certain temps, murmura-t-il. Mais je reviendrai. Tu sais bien que je reviendrai. On va pas laisser maman s'en sortir comme ça cette fois, n'est-ce pas? Ah, ça non. Ayant remarqué que la pierre tombale avait légèrement basculé, il essaya de la redresser, sans succès. Il dut se contenter de la nettoyer. Repose en paix, papa. Je suis maître de la situation. Je joue avec les trains. Je réponds même aux cartes de Noël de ta part. J'ai un modèle 30 où je regarde ce que l'on appelle une cassette vidéo de Doug Edwards. Tu te souviens comme tu aimais regarder son émission? Je la passerai le soir du 5 décembre. Pour toi, papa. Soudain, Marty eut une vision de Samantha, sous ses cheveux châtains. Il ne revoyait que le visage de sa mère et entendit la voix de sa mère. Samantha commençait à se transformer dans son esprit. Je t'ai lâché une fois, papa. Je t'ai lâché le 5 décembre 1952. J'aurais dû te sauver la vie. Je n'ai pas réussi. Je ne t'abandonnerai plus jamais. Il se leva. Au revoir, papa. La prochaine fois que je reviendrai, ce sera terminé. Il quitta le cimetière. Chapitre 15. Chez les Shaw, les livreurs installaient les tables et les chaises dans un fracas métallique pour les festivités du 5 décembre. Samantha et Lynn se contentaient de regarder en donnant quelques indications. Samantha ne savait pas si elle devait se réjouir ou non. Comment se sent-on dans une situation semblable? Elle était là, à la veille d'une grande soirée donnée en l'honneur d'un mari qui était maintenant lavé de tout soupçon de meurtre, mais qui était toujours aussi mystérieux. Un mari qui était également le père de l'enfant qu'elle portait. Plus les préparatifs avançaient, plus Samantha avait envie d'être après la soirée. Lynn l'aidait à rester calme. Elle lui avait dévoilé le mystère qui entourait le passé de Marty et s'était contentée de lui dire que ses anciennes connaissances avaient été trop difficiles à retrouver et qu'elle avait abandonné toute recherche. Une des tables n'est pas en bon état, remarqua Lynn. Le livreur la regarda et la replia sans mot dire pour la remplacer par une autre. La plupart des meubles avaient été poussés dans les coins du séjour. Certains avaient même été remisés chez Lynn. Cela fait très impersonnel, dit Samantha lorsque les livreurs eurent terminé. Attends un peu, dit Lynn. J'ai l'habitude d'organiser des soirées pour ma galerie d'art. Je t'assure que dès qu'ils vont arranger la disposition, tu auras une vraie salle de réception. Tu crois que Marty va être content? Mais il va adorer! Qui n'aimerait assister à une soirée donnée en son honneur? Samantha savait que Marty rentrait à New York à ce moment précis, juste 24 heures avant la soirée. Il avait appelé la veille de son hôtel de Saint-Louis. Bien sûr, il aimera cette soirée, se dit-elle. Et peut-être, oui, peut-être choisirait-il cette nuit très spéciale du 5 décembre pour lui dévoiler le mystère de son passé. C'était précisément ce qu'avait prévu Marty, mais en donnant une signification tout autre au mot. Madame Shaw, Samantha se retourna en entendant cette voix toute jeune. Nick Orbach, de la maison de vidéo. Le portier pensait que j'étais avec les livreurs et m'a laissé monter. Entrez, je vous prie. Orbach n'avait aucun équipement avec lui, juste un calepin et un crayon. Samantha lui fit visiter l'appartement et fit des petits schémas sur lesquels il nota diverses indications, comme l'emplacement des tables et la couleur des murs. Il me faut quelques renseignements. De quel type? Demanda Samantha. Je voudrais savoir s'il y a une présentation officielle ou une petite cérémonie. Oh non, pas du tout. Ah, pardon. N'oublies-tu pas quelque chose? Ah mince. Ah, pardon. N'oublies-tu pas quelque chose? Dit-il en lui désignant son ventre. Ah oui, bien sûr, se reprit Samantha. Je ferai une annonce. Dois-je vous faire un signe? Cela me serait très utile, dit Orbach avant de poursuivre son questionnaire. Il demanda si elle voulait des interviews avec certains invités et si elle souhaitait que certaines personnes ne soient pas filmées. Le jeune homme, qui était de toute évidence un étudiant, avait plus d'expérience que Samantha ne l'avait d'abord pensé. Orbach savait que la vidéo devait respecter le ton que l'hôtesse entendait donner à sa soirée.
C'était en quelque sorte la version moderne de l'album de photos dans lequel les portraits de chacun des membres de la famille étaient soigneusement sélectionnés. Désirez-vous un historique? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, les gens ont parfois des documents qu'ils veulent inclure, des vieilles photos ou des films d'amateurs. Non, mon mari est assez discret sur ce point. Je pense qu'il vaut mieux éviter cela. On peut faire quelques gros titres pour évoquer brièvement le passé, donner le nom de sa ville natale, de son université, des sociétés pour lesquelles il a travaillé, par exemple. Non, il ne vaut mieux pas, dit Samantha, qui ne savait pas si elle devait en rire ou en pleurer. C'est dommage. Vous risquez d'avoir un film très froid, montrant juste un groupe de gens bruyants. Je préfère prendre ce risque, mais je crois que ce serait une soirée chaleureuse et animée. Bien, dit Orbach en prenant congé. Les livreurs finirent d'installer les nappes sur les tables. Et Samantha eut l'impression générale très favorable. L'appartement avait revêtu un aspect élégant qui lui permettait déjà d'imaginer ce que serait une fois que les détails de dernière minute, couverts en argent, petit orchestre, etc., seraient mis en place. Ce serait une soirée mémorable. Tout allait bien se passer. Il le fallait. Le fourgon de police traversa Manhattan à vive allure, à grand renfort de gyrophares et de sirènes. Les voitures se rangèrent à droite pour le laisser passer. À l'intérieur, Spencer Crosswad, escorté d'Arthur Loggins, serrait dans sa main une grande enveloppe marron, comme si elle contenait un secret d'État. Les deux hommes étaient figés dans un mutisme total. Crosswad se sentait humilié comme il ne l'avait encore jamais été depuis le début de l'enquête sur le schizophrène à date fixe. Il redoutait ce qu'il allait se passer maintenant et ne cessait de se répéter les nouveaux éléments. Il savait qu'il pouvait avoir une lueur d'espoir, mais redoutait de devoir donner ce dernier coup à Samantha. Le portier l'annonça par l'interphone. Samantha fut surprise de le voir revenir, d'autant qu'elle n'avait jamais vu Crosswad aussi sombre, aussi agité. Entrez, dit-elle d'une voix nerveuse. Les deux détectives entrèrent. Les livreurs et Lynn venaient de partir. Je suis désolé de vous déranger, s'excusa Crosswad. Je sais bien que vous êtes surprise de notre visite, que vous pensiez ne plus jamais nous revoir. Oui, c'est vrai, acquiesça Samantha. Je suppose que vous avez découvert un nouvel élément à propos de Marty, et je devine que c'est un élément plutôt désagréable. Vous devinez juste. Alors parlez, s'il vous plaît. Qu'a-t-il fait? J'aurais préféré savoir la vérité après la soirée, mais bon, maintenant. Allez-y. Madame Shaw, avant toute chose, je vais vérifier un détail important, dit Crosswad en se dirigeant vers la chambre. Oui, c'est bien cela. Quoi donc? Comme vous le savez, expliqua-t-il en revenant dans le salon, j'ai clos l'enquête sur votre mari des réceptions de dossier médical. Mais dans notre bureaucratie, certaines recherches se poursuivent automatiquement. J'avais demandé aux autorités des photos de l'intérieur et de l'extérieur de la maison de Frankie Nelson. Ils n'avaient reçu jusque-là que des photos de l'extérieur. Je viens d'avoir le reste aujourd'hui. Les voici, dit-il en lui tendant. Pardon. Les yeux de Samantha s'écarquillèrent. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Crosswad sympathisa d'un signe de tête. Elle jeta un nouveau coup d'œil aux photos, notamment à celles qui montraient la chambre de Nelson, qui était arrangée exactement comme Marty venait de les faire chez eux. Elle reconnut l'affreux tableau au mur, les meubles posés devant la fenêtre et le radiateur, le vieux téléviseur modèle 30. Je ne comprends pas, dit Samantha qui n'en croyait pas ses yeux. C'est pourtant clair. Et le dossier médical? Madame Shaw, je suis dans la police depuis assez longtemps pour savoir que tout le monde n'est pas parfait dans notre profession. Oui, nous avons bien reçu un dossier médical au nom de Frankie Nelson. Nous l'avons comparé à celui de Marty et nous en avons conclu qu'il ne correspondait pas. Et lorsque nous comparons les photos de la chambre de Nelson à la vôtre, le rapprochement s'impose. Alors pourquoi les dossiers ne correspondent-ils pas? Je suppose qu'on nous a envoyé celui d'une autre personne en l'attribuant à tort à Frankie Nelson. Une erreur, tout simplement. Madame Shaw, Frankie est bien votre mari. Samantha se dirigea lentement vers sa chambre, suivie de Crosswad et de Loggins qui ne dirent mot. Elle jeta un regard sur la pièce, puis sur la photo.
Pourquoi Marty a-t-il fait cela? Demanda-t-elle en acceptant l'évidence. Pourquoi a-t-il arrangé la pièce de la même façon? Je suppose que cela fait partie du rituel. Peut-être cela reflète-t-il un attachement à son enfance d'avant. Avant qu'il ne voie sa mère tuer son père. C'est cela, je le crains, Un meurtrier. murmura Samantha. Je pensais que nous avions évité cela. Mon mari est un meurtrier? Je ne peux pas le croire. Elle se sentit mal et alla s'asseoir sur le lit, craignant de s'évanouir. Je vous comprends, dit Crossois d'une voix chaleureuse. Il savait qu'il avait malmené Samantha, d'abord en commençant par lui dire qu'il suspectait Marty, puis en le blanchissant preuve à l'appui, et enfin en l'accusant à nouveau. C'était insupportable. Je sais que c'est difficile pour vous, poursuivit-il. Vous avez été très courageuse. Tâchez de l'être encore un peu. Samantha comprit ce que Croswell voulait dire. C'était le 4 décembre. Je suppose que je suis sa cible. Probablement, tout se passe dans sa tête. Vous n'êtes plus sa femme. Vous êtes en quelque sorte devenue sa mère. Sa mère? Répéta Samantha d'un air ébahi. J'ai donc 2 bébés, dont l'un est armé d'un marteau et d'une chaîne. Croswell et Loggins s'échangèrent un regard furtif, exprimant leur désarroi. Bien, Dit Samantha. que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous fassiez arrêter votre mari. Moi? Mais pourquoi ne l'arrêtez-vous pas avant qu'il ne commette d'autres crimes? Parce que nous n'avons aucune preuve qui permette de faire le lien avec votre mari et les précédents meurtres. Nous n'avons aucun concours de circonstances, alors qu'il nous faut des éléments solides. Et je peux vous aider à les obtenir? Oui, je sais à quoi vous pensez, Madame Shaw. C'est la fin de votre couple. Une nouvelle fois, Croswell avait su exprimer ce qu'elle ressentait et lui faire venir les larmes aux yeux. C'est cela, avoua-t-elle. Je voudrais bien vous laisser seul et pas vous déranger davantage dans des circonstances pénibles, mais il nous est impossible d'arrêter votre mari avant la soirée sans motif d'inculpation. Il ne reconnaîtra jamais les faits et nous risquons de perdre complètement la partie. Comment allons-nous faire? Passez la soirée comme si vous n'avez rien et laissez-le agir demain. 5 décembre, son jour crucial. Oh mon Dieu! Je sais que c'est difficile, mais c'est le seul moyen d'assurer votre sécurité. Marty représente un danger pour vous et pour le bébé. Ce fut l'argument décisif, et Croswell le savait bien. Le bébé. Quelque chose pouvait lui arriver si Marty n'était pas arrêté, s'il parvenait à s'échapper. Elle désirait ce bébé plus que tout, même si elle ne pouvait pas le partager avec Marty. Il faisait partie d'elle-même maintenant. Elle allait devoir le protéger. Nous allons installer un système de sécurité dans tout l'appartement. Nous poserons des micros partout et nous nous posterons dans l'appartement qui est actuellement vide. Si quelque chose se passe, nous serons immédiatement auprès de vous. Tout sera enregistré. Marty ne pourra pas nous échapper. Mais il va essayer de me tuer! S'exclama-t-elle, horrifiée par la vision imaginaire qu'elle avait de la scène. Nous ne laisserons pas aller jusque-là, ne craignez rien. Je ne peux pas croire qu'il va essayer de le faire pendant la soirée. Moi non plus, dit Croswell. Il fera probablement sa tentative dès que les invités seront partis, mais avant minuit. De toute façon, nous le ferons surveiller toute la journée, et l'un de nos hommes qui prétendra être là pour réparer la ligne de téléphone viendra assurer votre protection dès le matin. Samantha regarda l'heure. Elle remarqua que ses mains tremblaient et étaient recouvertes d'une sueur glacée. Tout sera terminé dans un peu plus de 32 heures, dit-elle en enfouissant son visage dans ses mains. Marty disparaîtra de ma vie. Il m'est très difficile de vous imposer cela. Mais j'espère que nous pouvons compter sur votre coopération. Oui, dit-elle. La colère qu'elle avait déjà ressentie à l'égard de Marty lorsque les premiers soupçons avaient été formulés ressurgissait. Il l'avait trahi. Il n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. Oui, je vous aiderai, promit-elle. Ils parlèrent quelques instants encore, puis Croswell téléphona pour donner l'ordre d'installer le dispositif.
de sécurité dans l'appartement de Samantha et de reprendre la surveillance de Marty dès son retour ainsi que d'envoyer une équipe pour monter la garde dans l'appartement vide. Samantha regardait d'un air absent les préparatifs maintenant dérisoires qu'elle avait faits pour la soirée. Il vaut mieux que je reprenne les photos, lui dit Crosswell. Il ne faut surtout pas que votre mari les voie. Samantha ne s'était même pas rendu compte qu'elle tenait toujours dans sa main. Devez-vous absolument partir tout de suite demanda-t-elle inquiète de devoir rester. Oui, hélas. Nous avons des dispositions à prendre. Vous savez, Madame Shaw, ce n'est pas la première fois que des femmes se retrouvent seules après ma visite. En général parce que leur partenaire est un assassin. J'ai vu leur désespoir et leur solitude, mais je voudrais vous dire qu'il y a toujours un lendemain. La blessure ne se refermera jamais complètement, mais vous irez mieux. Vous devez dès maintenant penser à demain, pour votre enfant. Samantha comprenait à peine les propos intentionnés de Crosswell. Pour elle, le seul lendemain auquel elle pouvait penser était le 5 décembre. Merci beaucoup. Nous resterons en contact, promit Crosswell. Notre dispositif sera installé lorsque votre mari rentrera. Le 5 décembre, à la première heure, tout ce qui se dira chez vous sera entendu par nos hommes, même pendant votre sommeil. Je comprends. Bon courage, Madame Shaw. Samantha se retrouva seule dans un silence total. Tout était bouleversé une fois de plus. En quelques minutes, tout espoir d'une issue heureuse s'était évanoui. Marty avait le pire des secrets. Samantha imagina avec horreur comment la police allait l'emmener sous les yeux de Lynn, de tous leurs voisins et amis, les sous-entendus, les soupçons sur sa possible participation à cette affaire. Il lui faudrait partir, quitter cette vie dont elle avait rêvé pendant des années, affronter la solitude une fois de plus. Elle regarda son ventre et se demanda si le bébé pouvait sentir ce qui n'allait pas. Elle avait entendu dire que les bébés sentaient l'attention de leur mère au cours de leur vie intra-utérine. N'allait-il pas souffrir plus tard? Ne finirait-il pas par lui reprocher ce qui était arrivé à son père? Peut-être cet enfant lui en voudrait-il comme Marty en voulait à sa propre mère. Elle fut effarée à l'idée qu'elle pourrait un jour avoir peur de son enfant. Elle refusait cette réalité, se disant que Crosswell s'était peut-être trompé. Épuisée, elle finit par succomber au sommeil. Chapitre 16. 5 décembre. Le jour arriva enfin. Cette date serait inscrite, si Marty parvenait à ses fins, sur la pierre tombale de Samantha. Mais si Crosswell réussissait, cette date marquerait l'arrestation d'un dangereux meurtrier. Si, enfin, tout se passait comme dans le rêve de Samantha, rien d'extraordinaire n'aurait lieu, car elle souhaitait tout simplement la fin de ce cauchemar. Il faisait froid ce jour-là, et une pluie glaciale tombait de temps en temps. Tom Edwards avait raison. Ce n'était pas un jour à servir de la glace. Dès son réveil, Marty se précipita à la fenêtre. « Oh, quel temps !» s'exclama-t-il en découvrant la grisaille qui enveloppait la ville. « Un jour comme aujourd'hui, c'est inacceptable !» Samantha se força à sourire, décidée à jouer le rôle que lui avait assigné Crosswell. « Bon anniversaire, chérie !»« Mon Dieu !» pensa-t-elle. « C'est complètement fou. Cet homme est un assassin et je l'embrasse !» Et pourtant, elle éprouvait toujours un sentiment pour lui, un sentiment qu'elle ne pouvait effacer et qui la torturait. On sonna à la porte. « Bah, à cette heure-ci ?» s'étonna Marty. « Attends, je crois que je sais qui c'est. »« C'est pour la soirée ?»« Non. La compagnie du téléphone a appelé hier pour dire qu'il y avait un problème sur notre ligne et que les ouvriers viendraient tôt ce matin. »« Qui est-ce » demanda Marty à la porte. « Le téléphone !» Il ouvrit la porte à un grand technicien musclé qui lui présenta sa carte. L'homme se mit à examiner le téléphone de la salle à manger et Samantha se sentit rassurée. Marty retourna dans la chambre, décidé à retrouver l'état d'esprit qu'il avait avant d'être dérangé par ce coup de sonnette. « Tu sais, confia-t-il, j'ai pas l'impression d'avoir 40 ans. Je me sens comme un adolescent. J'ai même mes trains électriques, ajouta-t-il avec un sourire démoniaque. Allons, Marty, tu vas tout de même pas aller sortir ce soir? Marty prit un air déçu. Bah, pourquoi pas? Je pensais que tout le monde pourrait y jouer. Il n'en est pas question. Oh, d'accord. Marty n'a pas le droit de faire ce qu'il veut le jour de son anniversaire. Marty va pleurer. Avant de te mettre à pleurer, dis-moi donc ce que tu veux pour ton petit déjeuner. Un steak. De si bon matin? Bah pourquoi pas? Allons déjeuner à l'extérieur.
Je connais un endroit où l'on sert des steaks pour le petit déjeuner. Ce n'est pas la peine, j'en ai ici. Bah, tu plaisantes. Non, non, pas du tout. Tu m'avais dit un jour que tu aimerais manger un steak au petit-déj le jour de ton anniversaire. Je m'en suis souvenue, chérie. Marty, dans un élan spontané, se précipita vers Samantha pour l'embrasser. Oh, je sais pas ce que je ferais sans toi. Tu mourrais de faim. Ils jouaient tous deux leur rôle à merveille, chacun dans des buts différents. Tous deux également avaient des inquiétudes. Samantha savait que sa vie tenait à un fil, et Marty était conscient qu'elle en savait peut-être suffisamment pour faire échouer son plan. Sans y penser, Samantha leva la tête vers le climatiseur où les hommes de Crosswad avaient installé un de leurs micros. Curieusement, elle était gênée de se savoir écoutée par les policiers, craignant de dire quelque chose qui les ferait rire. L'orgueil ne disparaîtrait pas sous prétexte que l'on court un grave danger. Je vais préparer le petit déjeuner. Attends un instant, dit Marty. 2 secondes. Désolée. Attends un instant, dit Marty. Il ouvrit les tiroirs de son bureau et en sortit le paquet cadeau que lui avait fait la bijouterie. J'ai pensé. Tiens. Marty, il ne fallait pas, dit Samantha, réellement surprise. Pendant un instant, elle oublia le cauchemar qu'elle était en train de vivre. Ce geste était tellement romantique, tellement typique du Marty qu'elle avait connu. Il lui offrait un cadeau le jour de son propre anniversaire. Mais pourquoi? Pourquoi ce geste délicat s'il prévoyait de la tuer? Que se passait-il dans son esprit dérangé? Elle ouvrit la boîte, comme elle avait ouvert tant de paquets depuis qu'elle le connaissait, et souleva le papier intérieur. Oh, Marty, c'est magnifique! S'exclama-t-elle en voyant le pendentif et la chaîne en or. J'étais sûre que ça te plairait. Mais c'est plus que cela. Je le trouve superbe. Samantha se demanda ce que devaient penser les policiers en entendant ce dialogue. Cet homme faisait un cadeau à la femme qu'il s'apprêtait à assassiner. Mets-le, demanda Marty. Bien sûr. Samantha essaya le bijou sur sa chemise de nuit. Ni elle ni Marty ne dirent rien pendant quelques instants. Seule la pluie rompait le silence dans son martèlement régulier. C'est parfait, dit-elle. Marty était toujours muet, debout derrière Samantha, le visage éclairé d'un sourire lointain. Elle ne lui avait jamais vu cette expression. Ses sourires étaient en général francs, presque comme des éclats de rire. Celui-ci semblait plus intérieur, le genre de sourire qui reflétait une pensée secrète et impénétrable. Marty regardait Samantha dans la glace. Oui, c'était bien, maman. Absolument. Les longs cheveux châtains, le pendentif. Dommage, maman. Dommage que tu aies été ainsi. Tu dois être punie, et punie pour de bon. Je le porterai ce soir, promit-elle. Ah, cela me fera un grand plaisir. Il te va très bien. Je prépare le steak? Bien sûr, dit Marty sans se départir de ce sourire grimaçant. Samantha remit le bijou dans sa boîte et alla préparer ce petit déjeuner particulier qu'elle avait prévu depuis le jour où elle avait eu l'idée de la soirée. Dans l'appartement vide, 4 hommes de Crosswad étaient installés près du système d'écoute. Ils étaient tous les 4 armés et avaient les clés de l'appartement de Samantha qu'ils pouvaient secourir en quelques secondes si le moindre incident survenait, ce que la présence du technicien rendait d'ailleurs fort improbable. Marty commença à s'habiller et repensa aux détails de la journée. Le marteau, la chaîne, la cassette de Doug Edwards, le billet d'avion pour Rome, tout était prêt. Le chiffre 5 qui s'affichait sur le calendrier avait déclenché en lui ce désir de vengeance qui s'emparait de lui tous les ans à la même date. Pardon. C'était le seul anniversaire qui comptait, la seule date importante dans sa vie de misère. Il se sentait très proche de son père, plus qu'il ne l'avait jamais été depuis 1952.
Il y avait toujours une partie de Marty Frankie qui tentait de le retenir, de le convaincre de reprendre la vie normale d'un homme d'affaires new-yorkais. Mais cette moitié de lui-même ne pouvait maîtriser le démon qui le possédait tous les 5 décembre. Il repensa à sa première victime, une bibliothécaire souriante du faubourg de Philadelphie qui avait quitté son lieu de travail un soir et avait été retrouvée morte le lendemain dans un parc du quartier. Il avait été transporté par ce premier geste de loyauté à l'égard de son père, puis avait mesuré sa force lorsqu'il s'était rendu compte qu'il pouvait s'acquitter de cette tâche avec succès plusieurs fois. Récemment, il avait pensé qu'en prenant toutes les précautions possibles, il pourrait aussi perpétrer avec succès le meurtre de Samantha. Mais il serait sans aucun doute surveillé par la police, et cet instinct de survie qui le protégeait depuis 6 ans l'avertissait de la nécessité de partir pour Rome, de changer d'apparence physique et de recommencer sous la nouvelle identité. Dans quelques heures, Martin Everett Shaw n'existerait plus. Ah, voilà une excellente façon de commencer la journée, dit-il en sentant l'odeur du steak grillé dans la cuisine. Je devrais avoir 40 ans plus souvent. Tout était normal, typique de toutes les scènes domestiques et familiales du feuilleton télévisé. Marty et Samantha savouraient tranquillement leur petit déjeuner, qui fut à peine perturbé lorsqu'elle renversa sa tasse de café sur le sol. Je suis énervée, avait-elle expliqué. La soirée. Ce n'était qu'à moitié faux. Elle était énervée, certes, mais par la vision de Marty avec un marteau et une chaîne. Après le petit déjeuner, Marty enfila son manteau et partit au bureau. Plusieurs hommes de Crosswad en civil montaient la garde à proximité de son immeuble dans des voitures banalisées. D'autres le suivirent jusqu'à l'immeuble qui abritait sa société. Tout était jusque-là normal. Marty monta jusqu'à son bureau, dont il ouvrit la porte avec une assurance habituelle. La routine céda alors le pas à la surprise. Le personnel de sa société avait en effet voulu lui réserver une petite fête préliminaire. Toutes les pièces étaient décorées et serpentins de papier crépon, de ballons. Les tables étaient couvertes de nourriture. Sur l'une d'entre elles était posée une gigantesque glace représentant un buste de Martin Everett Shaw. Marty fut aussitôt étouffé par les accolades des secrétaires et les tapes de ses collaborateurs. Oh mon Dieu, c'est incroyable! C'est une petite répétition pour ce soir, dit quelqu'un donnant ainsi le ton. Peu de travail serait fait aujourd'hui, de toute évidence, mais Marty ne pouvait pas leur en vouloir. Il ne leur en voulait d'ailleurs pas. À partir du 6 décembre, il ne reverrait plus jamais tous ces gens. Une équipe de surveillance postée dans l'immeuble d'en face pour regarder ce qui se passait à la jumelle télescopique informa Crosswad de la surprise qui avait été réservée à Marty. Puis-je avoir un instant d'attention cria Léonard Ross, vice-président chargé des relations avec les médias. Je suis aussi impressionné que vous de voir commencer cette petite fête, mais je voudrais vous retenir une minute. Les 10 femmes et 8 hommes qui constituaient le personnel de la société se turent et se tournèrent vers Ross, dont le physique agréable et la stature imposante faisaient un orateur parfait pour ce genre d'événement. Puis quelqu'un entonna joyeux anniversaire, suivi très vite par les autres employés. Ce n'était pas exactement ce qu'avait prévu Ross, mais il eût été inconvenant de freiner cet élan. Bien, dit-il à la fin de la chanson. Très bien. Tout le monde est là? Apparemment, dit Marty. Tous les employés firent cercle autour de Ross. Marty, dit-il. Je sais que c'est une grande surprise pour vous. Je sais aussi que le matin n'est pas la meilleure heure pour cette petite célébration, mais tout le monde ici voulait fêter l'événement le jour même. J'apprécie beaucoup ce geste, dit Marty. Nous voulons tous vous montrer notre respect, notre dévouement et notre affection. Vous êtes patron, mais vous savez aussi être un ami pour chacun de nous. Marty sourit modestement sous les applaudissements. Nous tenons donc à célébrer votre 40e anniversaire en vous en souhaitant encore 80 autres. De nouveaux applaudissements fusèrent. Et en nous souhaitant de nombreuses augmentations pendant tout ce temps. Tout le monde se mit à rire, et Marty ne résista pas à cette plaisanterie. Ross lui donna une grande claque amicale dans le dos, et ce geste fut immortalisé par quelqu'un qui avait un Polaroid. Marty recula légèrement afin de prendre la parole. Je suis sous l'effet du choc, dit-il.
Je pensais que personne ne m'aimait. Votre dévouement compte beaucoup pour moi. Je dois dire que cela me récompense de mes débuts difficiles et acharnés. Mais je suis fière de cette société, fière de ce que nous faisons et fière d'avoir des collaborateurs comme vous. Ne nous contentons pas de célébrer mon 40e anniversaire. Célébrons aussi nos succès présents et futurs. C'était un bon discours et les applaudissements durèrent un certain temps. Quelques employés l'acclamèrent même, preuve qu'il avait su choisir les mots justes. Chacun se dirigea vers les tables lorsque Ross leva à nouveau la main pour faire le silence. Un instant, s'il vous plaît, un instant. Nous avons une petite surprise pour vous, Marty. Marty, nous voulons vous donner un souvenir de notre affection et de notre estime. Carole. Carole, la secrétaire de Ross, se rendit dans son bureau et en revint quelques instants plus tard avec un grand paquet plat entouré d'un ruban bleu et sur lequel 40 était écrit en rouge. Mais il ne fallait pas, s'exclama Marty. Marty, poursuivit Ross, nous avons pensé que c'était là le meilleur cadeau pour vous, vous souveniez de ce jour. Nous espérons que cela vous plaira. Marty radieux ouvrit lentement le paquet, dont il sortit soigneusement un cadre. Magnifique, dit-il en agitant la tête avec émotion. C'est magnifique. Je tiens à vous assurer que je ne m'en séparerai jamais. Il contempla le portrait de Samantha avec ses longs cheveux châtains qui tombaient délicatement sur ses épaules. Son visage avait le sourire radieux de quelqu'un qui a devant lui une vie de bonheur et d'amour. Pendant l'un de vos voyages, expliqua Ross, nous avons pris la photo de Samantha qui était dans votre bureau et nous l'avons confiée à un peintre qui l'a copiée. C'est un très beau portrait, dit Marty. Je vais l'accrocher dans mon bureau et inviter Sam à venir le voir. Je suis sûre qu'elle va adorer. Quelle ironie du sort, se dit-il. Ça fera un gros titre parfait une fois que l'on aura découvert le corps de Samantha. Le mari meurtrier reçoit le portrait de sa femme avant de la tuer. Je vais tout de suite l'accrocher dans mon bureau. Et merci à tous, du fond du cœur. Marty montra le portrait à tout le monde avant d'aller s'enfermer dans son bureau. Il enleva une petite mosaïque qui avait jusque-là orné l'un des murs et la remplaça par le portrait, puis il recula pour l'admirer. Papa, dit-il, c'est un merveilleux présage. C'est comme si ces fous avaient senti que Samantha en avait plus pour très longtemps dans ce monde. C'est extraordinaire, papa. Extraordinaire. Marty alla retrouver ses employés sans cesser de penser à cette ironie du sort. Il modifia alors légèrement ses plans. Je crois que je vais emporter ce portrait à la maison ce soir, expliqua-t-il à Ross. Je veux que tout le monde puisse l'admirer. Merci beaucoup, je suis sûre que tout le personnel appréciera votre geste. La petite fête se termina et Marty se retira dans son bureau. Il devait prendre les outils qui lui seraient nécessaires pour la célébration du rituel qui aurait lieu dans la soirée. Il ouvrit donc son coffre et en retira le marteau et la chaîne qu'il plaça dans son attaché-case sous une pile de papier. Puis il dissimula la cassette de Doug Edwards et le billet pour Rome dans la poche qui fermait à clé. Il emporterait effectivement le portrait chez lui, ce soir. Ce sera le dernier geste qui rendrait Samantha heureuse. Le compte à rebours était lancé. Rien ne pourrait plus l'arrêter. À 10h45, il plaça son attaché-case dans un coin de son bureau et se rendit à la réception où quelques employés traînaient encore. « Quelle journée !» leur dit-il. « Eh ouais !» répondit l'un d'entre eux. « Et vous avez une belle soirée en perspective, hein ?»« Ouais, c'est un vrai rêve !» Le temps de Samantha était presque écoulé. L'appartement bourdonnait. Le traiteur était déjà là, les livreurs, le fleuriste, les musiciens et Hobart aussi. Samantha fut chassée de sa cuisine par les cuisiniers. Le régisseur lui-même monta plusieurs fois pour proposer une aide qu'il savait inutile, mais qui lui vaudrait bien un pourboire. Spencer Crosswood arriva peu après 13h. Il jeta un coup d'œil aux préparatifs qui lui firent penser à un élégant dîner britannique. Il semblait impossible que cela conduisît à un meurtre. Il échangea quelques mots en privé avec Samantha dans sa chambre. « Tout est parfait !» commença-t-il avec une certaine gêne. « Merci. Dommage que ce soit un pur gâchis. » Crosswood remarqua à quel point elle avait su garder son calme malgré les circonstances. Vêtue d'une robe d'intérieur rose, elle portait ses cheveux tirés en arrière. Elle était bien décidée à affronter la soirée avec style et à en faire fi de ses propres angoisses. « Espérons que quelque chose de positif en sortira, »
dit Crosswad. et permettra l'arrestation d'un meurtrier. Bien. Je voulais vous donner les dernières instructions. Allons-y. On vous a dit où étaient tous les micros? Oui. Nous avons également une équipe vidéo dans un appartement de la 5e avenue de l'autre côté du parc. Ils recevront peut-être des images assez floues à cause de la distance. Veillez à laisser vos rideaux ouverts. Ils le seront, promit Samantha. Tout le monde apprécie la vue que nous avons d'ici. Notre équipe vidéo est en communication constante avec nos hommes ici. Nous pouvons intervenir à tout instant. C'est très rassurant. Samantha essayait d'être polie avec Crosswad, mais était comme paralysée. Tout cela n'était qu'un mauvais rêve dont elle pourrait, par un miracle, se réveiller. Qui ferme la porte le soir? C'est moi en général. Bien, après la fête, veillez à laisser la porte ouverte, mais faites semblant d'aller la fermer. Vous me suivez? Tout à fait. Il faut éviter que Marty se doute de quelque chose. Parfait, comme je vous l'ai dit. Nous entendons tout ce qui se dit ici, et si vous vous tenez près d'une fenêtre, nous pouvons même voir ce qui se passe. Mais lorsque vous serez dans votre chambre, après le départ des invités, je suppose que les rideaux seront fermés. Oui. Et votre mari peut très bien agir en silence. Que voulez-vous dire? Il peut très bien sortir son marteau et sa chaîne sans faire de bruit. Comment pouvez-vous intervenir dans ce cas? Demanda Samantha, figée par la peur. Sur un signe de vous. Dès que vous apercevez une arme ou que vous aurez l'impression que Marty fait des gestes suspects, vous direz « Je crois que j'ai mal à la tête ». Bien sûr, s'il y a une arme dans la main, saisissez un objet dans la pièce. Il ne vous faudra pas quelques secondes pour intervenir. Nous crierons « Police, ne bougez plus !» et cela détournera son attention sur nous. J'espère, dit Samantha. Madame, je vous assure que si j'avais pensé qu'il y avait le moindre risque pour vous, je n'aurais pas prévu ce plan. Mais, pour vous rassurer encore plus, je vous ai apporté ceci. Crosswad sortit de sa poche un petit cylindre muni d'un bouchon vaporisateur. Cet engin combine les effets d'un gaz lacrymogène et d'une bombe paralysante. Si vous vous sentez en réel danger, envoyez-en un jet dans la figure de votre mari. Je vous assure qu'il sera immédiatement neutralisé. Je vous crois, dit Samantha, horrifiée à l'idée de devoir utiliser une telle arme. Je voudrais par ailleurs insister sur le fait que vous devez observer votre mari à chaque instant. Suis-je clair? Tout à fait. Je dois enfin vous prévenir d'une dernière chose. Si nous devons intervenir en urgence, jetez-vous à terre. C'est pour votre sécurité, même si ce n'est pas très féminin. Samantha ne put s'empêcher de remarquer la galanterie de l'inspecteur. Si nous procédons à une arrestation, une enquête sera ouverte. Mémorisez donc le plus de détails possible, vous serez témoin. Tout cela me paraît toujours incroyable, dit Samantha en hochant la tête. J'ai l'impression d'être un robot téléguidé. Excusez-moi d'être aussi directif. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'apprécie beaucoup ce que M. Loggins, le sergent Young et vous-même faites pour moi. Si vous n'y étiez pas là... Elle s'arrêta. Il était difficile d'envisager son propre assassinat. J'espère que demain à la même heure vous serez libérée, madame. Et je vous souhaite tout le bonheur possible après cela. Ouais, on finira demain. Crosswad lui baisa la main, se demandant toujours où Samantha puisait un tel courage. Mais il la vit pâlir et se mettre à trembler. Je sais, lui dit-il simplement en posant la main sur son bras. Asseyez-vous un instant. Samantha s'assit sur le lit, refoulant les sanglots et la colère qui l'étouffaient. Pourquoi? Dit-elle dans un murmure. Pourquoi moi? Qui ne se poserait pas cette question à votre place? Demanda Crosswad en soupirant. Je vous remercie à tous pour votre présence. N'hésitez pas à vous follow pour avoir la suite. Je vous souhaite une agréable soirée, puis on se retrouve très vite pour la suite.